Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour un nouvel épisode dont on en reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Bon, vous le voyez venir, ça fait quelque temps qu'aucun épisode n'est sorti pour revenir sur les actualités et on a énormément de choses à rattraper. Alors entre Blue Origin qui risque d'atteindre Mars avant SpaceX avec New Glenn qui est désormais presque achevé, le développement de la réutilisation pour le lanceur au méthane Vulcan, Ariane 6 qui avance à grands pas, des nouvelles du rover européen ExoMars et de la mission américaine Dragonfly qui ira voler dans l'atmosphère de la lune saturnienne Titan, reprenez votre souffle, des problèmes avec les échantillons d'astéroïdes ramenés par Osiris-Rex et une disparition de Bételgeuse, je crois que l'heure est une nouvelle fois venue de survoler les actualités spatiales de ces derniers temps. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez soutenir la chaîne pour pas un cent en allant faire un tour chez AstroShop via le lien en description, et enfin que vous pouvez aussi vous abonner ainsi que liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, pour commencer, je vous propose de parler d'exploration du système solaire. Et pour ça, je vous propose de commencer par parler encore une fois des échantillons de l'astéroïde Bennu ramenés sur Terre en septembre, le 24, par la mission Osiris-Rex. Alors que l'ouverture de la capsule contenant le conteneur d'échantillons avait débuté, la NASA avait en effet eu droit à une belle surprise. Alors qu'une soixantaine de grammes étaient espérés tout au plus, c'en sont au moins près de 200 que la capsule et le conteneur contiennent, 70 étant d'ailleurs en dehors du conteneur, probablement largement remplis. Il avait alors fallu nettoyer méticuleusement chaque poussière de l'astéroïde de la capsule avant de pouvoir accéder au précieux conteneur d'échantillons qui en contient encore une bonne partie. Sauf que, malheureusement, cette ouverture s'avère plus compliquée que prévu. 2 des 35 fixations qui le gardent fermé sont en effet bloquées. Alors, je vous la fais courte, mais c'est à la fois bénin et un peu grave. Bénin car les échantillons sont en toute sécurité et rien qu'avec les 70 grammes récupérés à l'extérieur, c'est déjà plus que prévu. Et grave car la NASA doit maintenant trouver une solution pour accéder aux échantillons sans les détériorer. Ici, scier ou découper une partie du conteneur serait une aberration, et chaque action doit être pensée pour ne pas contaminer et détériorer les précieux échantillons. Hors de question donc de compter sur de la chaleur, de forcer quoi que ce soit qui pourrait provoquer un éclat de métal, et encore plein d'autres joyeusetés. Cela risque donc encore de prendre quelques temps et de donner du fil à retordre à la NASA. Le pire, c'est que ce n'est même pas le seul problème rencontré par Osiris-Rex, et que la NASA a, pour le coup, frôlé le désastre. Alors, pour le résumer rapidement, lors de son retour sur Terre, la capsule avait 3 actions simples à réaliser. Déployer son parachute de freinage, qui permet, comme son nom l'indique, de freiner la capsule, le détacher et se servir de celui-ci pour correctement déployer le parachute principal. Sauf qu'une erreur de câblage assez basique, due à une erreur avec les noms des 3 fils, a entraîné la coupure des câbles du parachute de freinage, et ce avant son déploiement, parachute de freinage qui ne fut au final éjecté que lors de l'activation du principal. Ainsi, le principal s'est malgré tout bien déployé et la capsule s'est posée sans dommage, avec quelques minutes d'avance puisqu'elle n'a pas été correctement freinée, et c'est la preuve que la redondance et la prévoyance est essentielle sur ce genre de mission. Mais en parallèle, il s'agit aussi d'une erreur grossière qui aurait dû être évitée et qui aurait pu entraîner un écrasement des échantillons, qui aurait peut-être pu être récupéré à la façon de ceux du vent solaire de Genesis, mais qui aurait lourdement souffert de cette erreur. Tout est bien qui finit bien donc, mais le besoin de s'assurer que de telles erreurs ne puissent pas se reproduire à l'avenir est essentiel. Mais assez parlé d'Osiris-Rex, ou plutôt Osiris-Apex puisque la mission a changé de nom et va maintenant rejoindre l'astéroïde Apophis, et parlons plutôt d'une autre mission d'exploration intéressante, Dragonfly. Pour rappel, le petit drone de 450 kg environ devrait décoller en 2027 pour étudier la lune saturnienne Titan et son cycle du méthane où l'on retrouve nuages, pluie et lacs. Mais alors que la mission vient tout juste d'être autorisée à passer à son étape de design final et d'assemblage, des contraintes budgétaires repoussent hélas son décollage à juillet 2028. Dragonfly continue toutefois de bénéficier d'un soutien important et la situation devrait être régularisée d'ici mi-2024. En attendant, l'agence spatiale américaine a donné son feu vert pour commencer certaines étapes de la conception, fabrication et assemblage final, déformant ainsi légèrement la procédure habituelle pour gagner du temps. Mais une autre mission allait aussi faire parler d'elle fin novembre, le rover martien européen Rosalind Franklin, qui devrait s'envoler vers Mars en 2028. Privé de son lanceur et de sa plateforme d'atterrissage russe,
La faute à l'éloignement entre les agences spatiales européennes et russes suite au conflit déclenché par la Russie, le rover s'est en effet retrouvé cloué au sol. Il va ainsi maintenant falloir lui trouver une nouvelle plateforme d'atterrissage et la concevoir, ainsi qu'un nouveau lanceur. Ce sera du boulot, mais j'y arrive dans un instant. Car on apprenait en effet que le rover venait d'être doté d'un nouveau spectromètre infrarouge qui lui permettra d'analyser la composition du sol martien et surtout des minéraux, un élément essentiel pour comprendre l'environnement du rover. Rover qui a le plus de chances de trouver des traces de vie passées en forant dans la surface de Mars notamment, et instrument qui sera là pour remplacer un instrument russe similaire. Ainsi, si le rover est encore bien loin de décoller, la date de 2028 semble néanmoins une bonne probabilité, même si un glissement de calendrier vers 2030 ou 2032 n'est pas impossible, les fenêtres de lancement vers Mars étant toutes les 2 ans environ, n'est pas à exclure. Et cette phrase était un peu trop longue. Mais bref, en parlant de Mars, il se pourrait aussi bien que Blue Origin y envoie quelque chose avant SpaceX. Je m'explique. Cela fait déjà maintenant quelques années que Blue Origin travaille activement, et même si la communication se fait plus discrète que chez l'entreprise d'Elon Musk, sur son nouveau lanceur au méthane New Glenn, capable de placer 45 tonnes en orbite basse. Eh bien, en plus de l'arrivée de ce qui ressemble à une section du premier étage contenant les réservoirs d'oxygène et de méthane, on notera aussi une autre information intéressante. C'est en effet New Glenn qui a été sélectionné par la NASA pour le lancement des 2 petits satellites de la mission Escapade. Devant aider à mieux comprendre les interactions du vent solaire avec l'atmosphère martienne et sa magnétosphère, elle devrait décoller au mois d'août lors du vol inaugural du lanceur de Blue Origin et sont d'ailleurs fabriquées par Rocket Lab. D'ailleurs, en parlant de lanceurs réutilisables, on notera que l'entreprise United Launch Alliance continue de développer une réutilisation bien singulière. Vous le savez peut-être en effet déjà, mais le futur lanceur Vulcan utilisera 2 moteurs BE4 que Blue Origin utilisera aussi sur New Glenn. D'ailleurs, ces moteurs sont fabriqués par Blue Origin. Or, ils représentent aussi 2/3 du prix du premier étage de Vulcan, premier étage qui représente lui-même la moitié du prix du lanceur. Ainsi, l'entreprise avait déjà communiqué sur le sujet il y a quelques années, mais l'idée choisie est ici de récupérer les moteurs en les séparant du premier étage et en les récupérant en mer. Cette réutilisation, bien que partielle, a l'avantage d'être plus facile à développer qu'un lanceur réutilisable complet, de coûter moins cher et de fournir d'importants résultats. S'il faudra probablement encore attendre quelques années pour voir les premiers essais, des entraînements en mer ont déjà eu lieu, comme sur ces images partagées par le PDG de l'entreprise. Et en parlant de futurs lanceurs, l'européenne Ariane 6 allait aussi encore faire parler d'elle, car le lanceur avance en effet à grands pas. Entre différents essais au sol et de premiers essais réussis, même si l'exemplaire testé n'est pas dédié au vol, le tout allait culminer le 23 novembre avec un essai statique réussi. Bien qu'il ait été arrêté près de 50 secondes plus tôt que prévu, sur les 8 minutes prévues, suite à un capteur de pression défectueux, il est en effet une réussite complète. Le moteur Vulcan 2.1, l'élément essentiel à tester, est resté allumé plus longtemps qu'en conditions de vol, et le problème n'aurait même pas eu d'impact lors d'un vrai vol. Si tout se passe bien, le lanceur devrait décoller entre le 14 juin et le 31 juillet 2024, dates qui, sans être gravées dans le marbre, sont plus que probables. Enfin, pour terminer, on notera aussi une occultation la nuit du 11 au 12 décembre de l'étoile Bételgeuse par l'astéroïde Leona, astéroïde de 68 km, occultation qui ne durera que quelques secondes et fut visible sur une fine bande de l'Europe. Les analyses des données de cette occultation devraient être une belle occasion d'en apprendre à la fois plus sur l'astéroïde et sur l'étoile qui devrait entrer en supernova dans quelques milliers d'années. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.